là, j'ai le chant de l'écu là, qui est gravé ici, il est vierge. Donc c'est comme s'il était d'argent. Et donc pour figurer les couleurs, les émaux et les métaux sur la chevalière, je vais tracer des traits verticaux qui représentent la couleur rouge, dans le code conventionnel du blason. Et le chef, ce sera des petits points d'or. Je m'appelle Louis Boursier, je suis graveur et dessinateur, et meilleur ouvrier de France en gravure héraldique. Ça fait presque une vingtaine d'années que j'ai eu le bonheur de croiser une personne qui m'a transmis son métier, qu'il tenait lui-même de son père. Et donc il y a eu une sorte de passage comme ça, de filiation, d'un métier qui n'était pas dans ma famille et que j'ai immédiatement aimé. Et voilà, je vais le pratiquer jusqu'à le transmettre à quelqu'un d'autre. Un parcours de jeunes Parisiens qui s'ennuient à l'école, dont le père a la bonne idée d'inscrire à un concours d'entrée dans une école d'art appliqué qui était l'école Estienne, et de vouloir faire de la bande dessinée comme tous les gamins de 16 ans qui entraient dans cette école, et de se retrouver non pas en illustration mais en gravure. Donc, donc un petit peu de désarroi et d'étonnement au départ, puisque c'était l'enseignement de la gravure un peu old school, où on gravait de l'anglaise et des lettres toute la journée, donc on avait un petit arrière-goût de retour en CP, quoi, vous voyez. Et finalement, avec les années passant et l'ambiance de l'atelier en commun, etc., ce qui est quand même surprenant pour un gamin, enfin un jeune homme de 17 ans, c'est une autre façon d'envisager l'école. C'est aussi être récompensé par de bonnes notes, mais non pas pour des choses intellectuelles, mais plus pour des réalisations manuelles. Donc ça nous a tous séduits. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la gravure, et finalement je n'ai jamais rien fait d'autre que ce métier. Les meilleurs ouvriers de France, c'est un titre national qui s'obtient sur concours, qui est à vie ensuite, qui récompense en fait les métiers dans ce qu'ils peuvent présenter de plus exigeant et de plus sincère, j'allais dire, dans leur exécution. Ça a été inventé en 1924. Cette année, on va fêter les 100 ans du titre, c'est très important. Et c'est quelque chose qui peut nous être envié aussi. Il y a un équivalent qui est au Japon, qui sont les trésors vivants, vous savez, qui récompensent pareil avec un titre incroyable, des parcours humains où le métier, le savoir-faire est porté à son apogée. Et ça fait plaisir finalement quand on obtient le titre, on a l'impression de faire partie d'une grande famille. Euh, on est reçu par le président de la République française dans les grands salons de l'Élysée, donc c'est pas rien. Et on a un diplôme à vie. Donc voilà, après on cherche tout le reste de sa carrière, on cherche à honorer ce titre, et c'est un vrai gage de qualité et de valeur pour les clients. Alors le métier de graveur, c'est un métier qui est vieux comme le monde, j'allais dire, puisque ça a permis de rendre unique un objet commun, ça a permis d'apposer sa marque sur quelque chose, un titre d'appartenance. Donc ça permet énormément de choses. C'est un métier qui a été inspiré par la nature en réalité, ça a été inspiré par l'empreinte. Et c'est vrai que si on y réfléchit bien, le fossile illustre parfaitement l'idée de la trace en positif, en creux, donc du moule, de la gravure, de la chevalière, du cachet, etc., du sceau. Donc c'est assez captivant. Les premières traces de gravure que l'on connaisse, c'est l'époque magdalénienne, c'est moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est de l'art pariétal, puisque les objets plus fragiles ont disparu, mais en tout cas on les a encore sur les parois rocheuses, les gravures des hommes de Cro-Magnon. Et moi j'aime cette idée de m'inscrire dans une longue lignée, puisque finalement je fais toujours la même chose que ces hommes-là. C'est-à-dire on inscrit pour la durée dans du métal. Alors souvent, moi en ce qui me concerne, je grave beaucoup
sur des supports qui sont portés, qui sont des bijoux. Donc le choix des gens se fait simplement avec les métaux précieux, donc or et argent, platine. Et donc je grave en miniature et en creux sur ces métaux-là, pour faire des chevalières. Et la gravure héraldique, c'est une application particulière de la gravure en modelé. Et peut-être ce qui en fait son âme, enfin ce qui attire les gens aussi, c'est la petitesse de la gravure. Donc on est dans la miniature en réalité. Ça impose une rigueur particulière et en même temps c'est un défi pour le graveur. Donc il y a un côté, ça peut paraître curieux, mais il y a un côté ludique de faire ça, ou en tout cas il y a un côté très satisfaisant une fois que c'est fait. L'outillage, qui ne se fabrique plus forcément, se transmet. Et donc là, l'outillage que j'utilise au quotidien à l'atelier, ce sont des poinçons qui ont été créés par des inconnus, hein, ne sont pas signés, mais à la fin du 19e siècle, donc sous Napoléon III, et qui ont été utilisés en 1935 par le père du monsieur à qui je les ai achetés, qui était lui-même meilleur ouvrier de France. Ensuite, c'est son fils qui les a utilisés. Actuellement, c'est moi, et j'espère que demain, ce sera quelqu'un que j'aurai formé. Les particularités en ce qui concerne les couleurs, le code des couleurs héraldiques, elles ont été posées au XVIIe siècle. Et du coup, nous, enfin moi je l'ai fait en ciselure par exemple sur les chevalières, mais c'est pas un problème. C'est codifié, mais le code est simple. Euh, Peut-être pour les gens qui regarderont, on peut juste expliquer que l'azur, ça va être transcrit avec des hachures horizontales. Le rouge, qu'on appelle de gueule, ce sera transcrit avec des rayures verticales. L'or, qui est un des deux métaux qu'on utilise en héraldique, c'est transcrit avec un champ de points, un semis de points. Enfin voilà, il y a un code relativement simple qu'on utilise dès lors qu'on représente des armoiries sans couleur. Donc ça peut être sculpture sur bois, taille de pierre ou gravure héraldique. Ben moi, pour les commandes de chevalière, j'aime à démystifier un peu la chose. Alors c'est vrai que ça a un coût, mais en même temps c'est l'objet d'une vie. Et finalement, les commandes se passent extrêmement simplement. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont des armoiries, on va se pencher sur la transcription du dessin, puisque c'est une affaire de dessin, hein, la gravure avant tout. On va se pencher là-dessus, se mettre d'accord, et ensuite une sorte de bon à graver. Et moi, je ferai mon œuvre sur la bague. Voilà. Pour les gens qui n'auraient pas d'armoirie et qui souhaitent avoir une chevalière avec une gravure, on peut partir sur le champ de l'héraldique pour inventer quelque chose, se créer un blason, c'est faisable. Et puis sinon, on peut graver n'importe quel symbole, comme dans l'Antiquité gréco-romaine du reste, ou égyptienne. On avait le symbole d'un dieu, du soleil, de la lune, d'éléments naturels. Enfin, on peut puiser dans toute l'iconographie en réalité pour graver quelque chose qui pourrait servir de cachet. Quant au délai de fabrication, enfin de gravure, sans parler évidemment de la fabrication de l'objet, de la bague, eh bien, pour une chevalière d'une complexité moyenne, ça prend à peu près une journée de travail. Donc ça va de 6 heures à 15 ou 20 heures de travail par objet gravé. En revanche, les délais d'attente, qui sont différents, seront, étant donné qu'on est assez peu de graveurs, malheureusement, eh bien, les délais d'attente seront plus longs. En ce moment, par exemple, je suis sur l'ordre de 2 à 3 mois d'attente pour chaque commande. Vous pouvez me trouver facilement au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, qui est un quartier qui historiquement a accueilli les bijoutiers, les graveurs, les orfèvres, tous les gens qui transformaient les métaux. Donc je suis installé là, c'est sur rendez-vous. Et par contre, l'atelier est ouvert à tout le monde, bien entendu. Que vous ayez en effet des armoiries, c'est le cœur de ma clientèle et je m'en réjouis, puisque ça permet de transmettre l'histoire familiale par le biais de la gravure de chevalière. Mais vous pouvez aussi ne pas avoir d'armoirie et avoir l'envie très légitime de faire graver un symbole ou voire même de vous inventer, de créer des armoiries pour débuter une lignée. Donc
je me ferai un plaisir de me pencher sur ces projets, sachant que mon activité ne se limite pas à la chevalière. On peut graver, et je le fais régulièrement, des médailles en taille douce ou en creux. On peut graver des bracelets, on peut graver toutes sortes de choses. Des ménagères, des couverts en argent, des boîtes, des objets. Tout se grave en réalité. Le métier de graveur héraldiste, en tout cas, ou même de graveur un peu plus commun, j'allais dire, c'est vrai il a bien disparu. Et assez étonnamment, il y a une demande assez forte des grandes maisons et aussi du public. On a réussi à sauvegarder, les institutions ont réussi à sauvegarder des formations, et ça c'est quand même très louable. Et les deux premières auxquelles je pense, c'est l'école Estienne et l'école Boulle, donc qui sont deux écoles d'art appliqué parisiennes, fondées fin 19e siècle. Donc il y a toujours une transmission de ces savoir-faire, alors qui évolue au fil du temps, il est vrai, selon les demandes. Il faut être en adéquation avec la réalité et avec le monde tel que les jeunes, tel que les étudiants le vivent. Donc on ne passe plus des journées complètes à graver de la lettre, etc. Mais les techniques sont abordées. Et il est à noter que les professeurs en métier d'art, puisque moi j'ai la chance d'enseigner à Estienne en gravure, les professeurs en métier d'art sont souvent des professionnels. Et l'éducation nationale tient à ça. Donc elle fait aussi un peu exception, car elle est consciente, enfin nos inspecteurs d'académie, etc., sont conscients que ces savoir-faire français un petit peu rares ou d'exception sont des choses à protéger. J'ai une belle histoire, c'est celle d'un grand collectionneur de livres que lorsque je l'ai rencontré, je pensais qu'il collectionnait des incunables, enfin des livres imprimés, mais il ne collectionne que en réalité des manuscrits. Et sa collection va de Homère à Shakespeare. Donc il essaie de balayer le champ des savoirs humains avec une collection fournie de livres qui ne sont que des manuscrits. Donc c'est éblouissant. Et j'ai eu le plaisir d'être le dernier maillon d'un parcours qu'il a mené pendant plus de 15 ans. Et, et j'ai eu le plaisir donc de graver son ex-libris, qui, comme vous le savez, est un petit titre d'appartenance qu'on met dans les livres. Et voilà, donc ça représentait un portrait d'Homère, et d'après des bustes connus et recensés, mais un portrait d'Homère et un portrait de William Shakespeare. Et pour cet homme hors norme. Donc ça, c'est non pas une anecdote, mais une vraie fierté. Et d'autant plus que j'ai évidemment le loisir d'échanger avec lui. Et il fait partie des personnages un peu exceptionnels d'érudition, de volonté. Voilà, il fait vraiment référence dans le monde de la bibliophilie. Et puis surtout, j'ai eu le plaisir, grâce à sa grande générosité, de regarder beaucoup de ses ouvrages. Et donc là, on peut arriver sur une anecdote qui est celle d'un petit folio relié en parchemin fleur de lycée, etc., que je feuilletais dans son salon, et sans trop savoir ce que j'avais entre les mains, puisque c'était le jeu, et de découvrir des lettres en alphabet gothique, blanche en réserve sur un fond gouaché rouge. Et je vois que c'est une sorte d'abécédaire, et il est passé comme ça un peu derrière mon épaule, et il m'a expliqué que c'était l'abécédaire de Louis XIII, voilà, celui sur lequel donc Louis XIII avait appris à lire. Et il y a une ribambelle comme ça d'ouvrages merveilleux chez lui.